Merci beaucoup pour ce soir et merci de l'audience. Merci bien sûr à tous nos collègues pneumologues qui m'ont invité, de manière qui vient surtout le comité de la société, je pense, marocaine des maladies, franco-marocaines de maladies molaires. Et bien sûr, je suis vraiment très content d'être parmi vous. Donc, en fait, le sujet, c'est la prise en charge de l'insomnie. Comme vous savez, le problème de l'insomnie, il est vraiment. En fait, c'est le premier motif de consultation en médecine générale, en neurologie, en psychiatrie, en pneumologie. D'ailleurs, si on prend toutes les maladies, en fait, le burden of disorders, vous trouvez que les plaintes dues à l'insomnie, à l'hypersomnie, mais qui est moindre, viennent avant les céphalées. En fait, ça, donc, toutes les maladies neurologiques, et qui viennent avant l'épilepsie, avant les AVC, Alzheimer et les autres. Donc, en fait, si vous voulez, c'est le premier motif de consultation, par exemple, dans un cabinet de médecin généraliste. Et donc, c'est un motif de consultation très, très, très fréquent. C'est vrai, si vous voulez parler en termes de maladies, comme c'est partagé entre la pneumo, la neuro, la cardio, l'ORL, l'endocrino, etc. Donc, c'est pour ça, quand on subdivise par rapport aux maladies, aux fréquences des maladies, on trouve que les migraines, par exemple, en neurologie viennent en tête. Après, en fait, il y a les troubles du sommeil, parce qu'il y a des groupements étiologiques qui sont un peu moins bien structurés, et c'est partagé par différentes disciplines. Donc, en fait, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Les constats déjà qu'on fait, c'est premièrement, les troubles sont très fréquents. Comme je vous ai dit, c'est presque 30 à 40% de la population générale. C'est-à-dire au Maroc, si on est 40 millions, on doit être 25 millions à souffrir un jour ou à souffrir un jour dans le futur d'insomnie, souvent banalisée. Parfois, les malades ne consultent même pas, ne prennent même pas la peine de consulter, ou bien consultent, ils n'ont pas de traitement et ils souffrent toute leur vie dans l'insomnie, alors qu'il y a un grand impact sur la qualité de vie, des coûts directs, indirects, énormes, dus à ces problèmes-là. Et souvent sous ou mal diagnostiqués. Sous-développement de la médecine sommeil, malheureusement, il y a très peu de laboratoires. Je pense ici, vous avez la chance d'avoir CBS avec nos amis neurologues qui collaborent. À Marrakech, nous, on travaille plus, c'était plus la neuro que la pneumo. Je pense à fait plus la pneumo que la neuro. À Agadir, j'ai discuté tout à l'heure avec nos collègues, c'est un peu plus la pneumo, la neuro n'a pas encore démarré. Mais malheureusement, on manque un peu de staff, de discussion de cas, etc. dans le public au CHU et encore moins dans le privé. Il y a très peu de laboratoires de sommeil. En Afrique, c'est encore pire. On va parler un petit peu. Moins de spécialistes formés. Les généralistes sont peu impliqués, alors que c'est le premier motif de consultation dans la médecine générale. Et l'inégalité aussi, les pharmaciens. Comme vous savez, on a la chance au Maroc, c'est que parfois le malade, il a à côté de lui le pharmacien, parfois il achète des médicaments, mais souvent il part pour des conseils, pour des avis. Donc même les pharmaciens demandent à être formés dans ces domaines-là. L'inégalité d'accès, je travaille beaucoup sur la télémédecine parce que Marrakech est une zone où il y a beaucoup de montagnes. C'est très très bien pour le tourisme, mais c'est très très mal pour la santé, pour l'accès aux soins. Et vous voyez, en fait, parfois la neige, maintenant il y a beaucoup de neige, il y a des gens qui sont bloqués juste par la neige, ils n'arrivent même pas à venir, ils ratent leur rendez-vous pendant 1-2 mois, alors qu'ils doivent venir renouveler leurs ordonnances, ils ont parfois des maladies assez graves. Il y a aussi la télémédecine qui est peu utilisée. Donc, je me rappelle, on avait démarré un centre avec Sa Majesté le 23 décembre 2016. C'était un centre pilote. On a bien travaillé dans la région. Mais quand on analyse, on fait très peu de télémédecine développée. Il y a un peu à Oujda, je pense un peu à Fès avec quelques villes, un peu à Casa avec Cheikh Khalifa, avec Azilal, mais pas développé du tout. Manque de pluridisciplinarité et la recherche aussi qui manque un peu à avancer. Donc, en fait, le plan va avoir quelques généralités, quelques données épidémiologiques, les fausses insomnies, parce qu'il y a beaucoup de malades parfois qui viennent vous dire « je ne dors pas ». Et quand on cherche, en fait, c'est un faux problème. Parfois, vous avez des gens qui font des siestes royales de 2-3 heures le jour. Ben, c'est normal, la sieste. Il faut savoir que le sommeil, c'est un phénomène actif. Si vous dormez, par exemple, 2 heures le jour, et votre besoin de sommeil, c'est 7 heures, c'est normal, vous allez dormir 5 heures, vous vous réveillez à 4 heures du matin, vous allez voir le médecin pour insomnie. Ce n'est pas une insomnie, c'est un problème d'inversion. Il faut juste faire la sieste moyenne, ça ne doit pas durer plus de 20 minutes. Même si on a une privation de sommeil, par exemple, moi je suis venu hier, arrivé à minuit par train, endormi à 1 heure, 2 heures, je suis arrivé à 7 heures, donc j'ai eu une privation de sommeil. Ça va peut-être après, on va faire une petite sieste de courte durée, et peut-être la nuit prochaine, c'est là où il faut compenser. Mais jamais faire de longues siestes le jour, sinon on perd beaucoup de temps, et parfois quand on se réveille du sommeil profond, on est complètement désorienté. Parfois les gens ils font des
vraiment parfois des accidents, même des chutes peuvent devenir agressifs, etc. Et donc ça, c'est le problème de juste des histoires de fausses insomnies. Il faut faire un bon diagnostic, aborder le patient insomniaque. Il y a différentes échelles. On va voir les différents types d'insomnie. Il faut faire un bilan. Il y a beaucoup d'étiologies. On a parlé tout à l'heure de beaucoup de SAS, mais il y a beaucoup de problèmes neurologiques, et parfois même des tumeurs cérébrales. Il y a parfois aussi les maladies dégénératives, le Parkinson, l'Alzheimer. Il y a beaucoup de troubles de sommeil. Parfois, la personne qui a une inversion du cycle, elle se réveille toute la nuit, commence à chanter, à demander à la famille de sortir, d'allumer la télé à fond, etc. Beaucoup de problèmes, surtout les cas d'Alzheimer qu'on voit, et les cas aussi de Parkinson. Il y a aussi la prise en charge. On va voir qu'il y a des mesures simples. Il y a des thérapies cognitives ou comportementales qu'il faut bien adopter. En général, c'est les psychologues qui les font, les psychiatres, mais ce n'est pas difficile, tout le monde peut les faire chez ces malades. C'est des histoires faciles, en fait, il faut se charger d'énergie positive, faire un peu de sport, d'activité physique, s'équilibrer. En fait, il y a les attitudes médicales, les médicaments, on va voir les benzodiazépines, il faut éviter en général, surtout chez le sujet âgé. Il y a les produits Z-thérapie comme le Zopidox et familles, en fait, qui sont plus utilisés, la mélatonine et autres. Et il y a les attitudes non médicales. Et il y a quelques situations particulières, par exemple la grossesse, sujet âgé, les comorbidités, il y a beaucoup de dépression. Par exemple, chez les psychiatres, d'ailleurs, la psychiatrie, la dépression, c'est le premier problème de maladie psychiatrique avec insomnie. Parfois jusqu'à 50%, 70% parfois de prévalence. Donc, en fait, tout d'abord, sachez que l'insomnie, c'est un problème de difficulté d'endormissement, de maintien. Donc, soit en fait, on n'arrive pas à maintenir le sommeil, soit on n'arrive pas à bien dormir ou pas bien à démarrer le sommeil. Ça peut être une insomnie de début, de milieu ou de fin de nuit. C'est vrai, il y a des problèmes parfois légers, les insomnies épisodiques qu'on va voir tout à l'heure. Ça peut être un changement de climat, d'oreiller, de chambre, juste une chambre trop aérée ou la saison froide, chaude et tout ça. Parfois, ça peut donner des insomnies épisodiques. Et bien sûr, on ne va pas parler de ces causes-là d'insomnie épisodique parce que c'est très simple. En général, il faut juste retirer le facteur déclenchant et le problème est résolu. Il faut plus s'attarder sur les insomnies chroniques, donc il faut au moins qu'il y ait plus de 3 nuits par semaine de perturbées, au moins pendant 3 mois. C'est là où vraiment on parle d'insomnie chronique et il faut quand même passer au traitement. Donc il y a aussi un retentissement diurne obligatoire. On a vu tout à l'heure pas mal de cas d'hypersomnolence diurne, même les cas d'apnée de sommeil, etc. Donc en général, le problème initial, c'est un manque de sommeil et parfois les gens cherchent à compenser. Et parfois même la quantité de sommeil, les gens par exemple qui ont la narcolepsie ou d'autres hypersomnies idiopathiques, c'est aussi des problèmes d'insomnie à la base et qui poussent les gens à ne pas avoir un sommeil réparateur. Et après, ils ont besoin de dormir à chaque moment. Et parfois, par exemple, dernière fois, j'ai vu une patiente qui venait pour une hypersomnie. Finalement, ce n'était pas une narcolepsie, parce que maintenant, on peut même confirmer avec l'hypocritine dans le LCR. Ce n'était pas ça, c'était une hypersomnie idiopathique. Et avec le traitement en fait, qu'on donne, qu'on va voir tout à l'heure, notre patiente est vraiment transformée, alors qu'elle dormait à chaque occasion. Elle dormait jusqu'à 16 à 20 heures par jour. Donc imaginez une personne qui dort presque 80% de tout le temps de la journée. Donc voilà, tout d'abord, sachez, comme je l'ai dit, que c'est très très fréquent. Donc c'est un impact sévère sur la qualité de vie. Et vraiment, il y a les gens parfois qui peuvent avoir des accidents de travail, qui peuvent faire des accidents de route. Il faut aussi savoir que le phénomène sommeil, c'est un phénomène actif. Moi-même, je me trompais de ça. J'étais même étudiant de médecine et je croyais que c'était un phénomène passif, c'est-à-dire l'éveil et le sommeil. Quand il y a comme une bagarre entre les deux, par exemple, vous êtes privé de sommeil et vous voulez conduire votre voiture, et parfois, quand vous avez cette pression de sommeil, ça on va le voir sur le plan physiopathologique, finalement, le sommeil finira par gagner. Et les gens parfois se trompent, ils croient que allumer la musique à fond, ouvrir les fenêtres pour qu'il y ait un peu d'air frais, pour stimuler le système d'éveil, ça va un peu activer votre cerveau, c'est faux. Donc en fait, vous allez finir par vous endormir, et c'est pour ça que parfois vous trouvez des accidents graves, des gens juste un accident contre un arbre, ou bien il est complètement sorti de l'autoroute. Donc qu'est-ce qu'il faut faire à la moindre pression? C'est vrai si c'est léger, parce qu'en fait c'est en fait comme des pressions, vu qu'on a une horloge biologique, ça va revenir après quelques dizaines de minutes. Et si vous ne répondez pas, vous allez en fait dormir et juste dormir pendant quelques secondes. Imaginez un camion devant vous ou un virage, et parfois les gens font des accidents hyper graves. Ce qu'il faut faire en fait, c'est trouver le moment, s'arrêter dans une station de service,
se reposer. En général, le cycle du sommeil, c'est 90 minutes. Et comme je vous ai dit, en fait, une sieste moyenne, c'est-à-dire de 5 à 10, 20 minutes, est largement suffisante pour vous couvrir tout le cycle suivant. Et après, vous pouvez continuer votre route à Fès ou à Marrakech tranquillement et sauver votre vie. Donc, l'impact est sévère. Il faut améliorer aussi les habitudes de sommeil, malheureusement, avec tout le stress qu'on a, les portables, vraiment de grands dangers. Je pense que c'est ça. Parce qu'avant, on était tranquille, on avait le téléphone avec le fil. Il faut se déplacer la télécommande pour aller allumer. Il y avait le bouton. Et je pense là, il y a quand même, c'est une arme à double tranchant. Mais le problème, c'est pas le portable, c'est le cerveau qui utilise le portable. Donc, en fait, tout à l'heure, j'ai discuté avec nos amis d'Agadir. Donc, le problème, c'est que les gens, il faut connaître leurs limites et ne jamais dépasser pour tomber accro de quelque chose, que ce soit le portable ou n'importe quoi. Donc, il y a parfois des gens aussi qui restent devant la télé, qui voient les films mexicains, je ne sais pas quoi. Et parfois, ils sont obligés de se réveiller à 7h30 du matin. Et la durée qu'ils n'ont pas pris n'est pas suffisante. Et toute la journée, ils vont passer leur journée à faire des somnolences, à baisser de lucidité, baisser de concentration, à manquer de précision. Et imaginez un travail comme le nôtre, des médecins, des électrophysiologistes, des chirurgiens, etc. On peut commettre des erreurs graves. Donc, en fait, il faut commencer par des mesures cognitivo-comportementales, des changements de mode de vie. Les gens, en fait, il faut éviter le portable. En général, on conseille aux gens d'éviter 2-3 heures avant d'aller au lit. Et bien sûr, si nécessaire, on va voir les médicaments par la suite. Voilà, donc ça, c'est juste un petit peu pour montrer un peu ce que c'est que l'hypnogramme. C'est ça notre sommeil normal. Le sommeil chez un adulte, en général, c'est de 7 à 8 heures. Chez le nouveau-né, il peut aller jusqu'à 18 heures. Et avec l'âge, ça diminue, un sujet âgé jusqu'à 16 heures. Et en fait, vous voyez qu'il y a des stades qui durent de 90 minutes et chaque stade est différent de l'autre. Donc c'est pour ça aussi que les gens se trompent. Ils croient que dormir, c'est pas 7 heures, c'est égal 3 plus 4. Ton sommeil, c'est faux. Donc 3 plus 4, c'est différent de 7. C'est-à-dire si vous dormez 3, après les gens parfois se réveillent pour la prière, c'est bien. Mais les gens qui veulent se réveiller pour la prière, il faut dormir tôt. Comme ça, on fait un cycle normal de 7 heures. C'est pas je vais me réveiller à 5 heures, je dors à 10 heures, je me réveille à 5 heures et après, je peux faire autre chose ou me réveiller encore à 6 heures, aller arranger mes affaires, aller venir à mon cabinet à 7h30, arranger plein de choses et après commencer à travailler à 8 heures. Donc en fait, vous voyez qu'au début, ça c'est l'éveil. Ce qui est en rose, c'est le sommeil non REM, c'est-à-dire le non-rapid eye movement sleep, c'est le sommeil du rêve. En fait, c'est au cours duquel on commence à rêver et ça commence jamais le premier. Et c'est le sommeil durant lequel la mémorisation se fait. Et tous les processus cognitifs se réorganisent. Donc c'est pour ça que les gens qui ne dorment pas bien la deuxième moitié de la nuit, vous voyez là où il y a beaucoup de sommeil paradoxal. Par exemple, le deuxième, regardez le premier stade, il y a très peu. Le deuxième, un peu plus. Et le dernier, il y a presque plus de sommeil profond. Le sommeil profond, c'est le stade 3 et 4 ici en bas. Et vous voyez, il y a plus que du sommeil paradoxal. Donc ça veut dire c'est là où on rêve le plus et c'est là où tout le processus de mémorisation, la réorganisation cognitive se produit, alors que tout ce qui est sommeil profond, les premiers stades du sommeil au début, vous voyez, c'est plus un petit peu tout ce qui est restructuration de la masse musculaire, de l'énergie musculaire. Et donc ça, c'est plus physique, alors que le sommeil paradoxal, c'est plus mental. Et vous voyez, parfois, il y a des gens qui font des réveils, ce qu'on appelle des micro-éveils. Il n'y a pas de problème à se réveiller 1 minute ou moins d'1 minute. Mais le problème, par exemple, ça, qu'est-ce qui se produit? Les gens, dès qu'ils commencent à ronfler, ils n'arrivent plus à faire du sommeil profond. Et à chaque fois, ils font du sommeil stade 1-2, après un éveil, 1-2, éveil, après éveil, éveil, des apnées de sommeil. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas de sommeil réparateur. Il va dormir 7 heures la nuit. C'est comme s'il a dormi une demi-heure ou 1 heure. Et donc, toute la journée, il va être fatigué, en train de somnoler, de bailler, etc. Donc, en fait, ça, c'est vraiment très, très important à connaître et aussi à développer. Il y a aussi les gens, en fait, qui ont un sommeil léger, moindre bruit. Par exemple, juste les oiseaux le matin. Ça aussi, avec le printemps maintenant, à Fès ou à Marrakech, si vous avez une fenêtre avec des oiseaux qui viennent à 5 heures du matin et la personne qui s'endort à minuit, bah, vous allez être réveillé par les oiseaux à cette heure. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas chasser les oiseaux, il faut plutôt dormir très tôt, comme ça l'oiseau est libre, vous êtes libre, et même si vous rêvez à 5 heures, il n'y a pas de problème. Et vous n'allez pas vous gâcher votre sommeil. Donc, en fait, ça, c'est des choses très, très importantes. Et vous voyez, par exemple, là aussi, la régulation du sommeil est très, très importante à connaître pour prendre en charge l'insomnie. En fait, là, il y a 2 balanciers. C'est comme les balanciers de l'horloge. Il y a un balancier homéostatique, c'est intérieur,
Par exemple, c'est la fatigue qu'on a dans le corps, c'est combien d'heures on a travaillé, c'est les efforts intellectuels qu'on avait faits. Et donc, toute cette pression interne, c'est ça ce qui donne l'envie, le besoin ou la pression de dormir. Et c'est une pression vraiment très très forte contre laquelle on ne peut pas batailler. Donc, c'est pour ça que dès qu'on a la pression, par exemple, moi-même, je reparle de mes enfants, le soir, ils dorment le livre sur la tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il faut résister. Et à un certain moment, vous dormez. Donc, ce qu'il faut faire, dès que vous avez la première pression de sommeil, il faut céder, il faut fermer et éteignez votre veilleuse et dormez. Et le matin, vous réveillez très tôt. Donc, en fait, ça, c'est la régulation homéostatique qui est plutôt interne. Il y a une autre régulation externe qui est circadienne. La circadienne, c'est dû à tout ce qui est bruit, à tout ce qui est lumière, à tout ce qui est son, ce qu'on appelle les faiseurs de temps. Donc, en fait, en général, les deux balanciers sont en parallèle. Donc, par exemple, qu'est-ce qui se passe quand vous faites le jet lag? Par exemple, je ne sais pas, vous êtes au Maroc et vous faites un voyage à New York ou bien en Malaisie. Donc, en fait, les deux balanciers vont être opposés parce que vous êtes normalement avec une régulation endogène du Maroc, parce que votre cerveau, il suit le système du Maroc en général, comme on dit. Il faut pour chaque heure de décalage une journée d'adaptation. Par exemple, la Malaisie, c'est 8 heures de décalage plus, ils sont plus avancés que nous de 8 heures. Normalement, pour s'habituer au temps à Kuala Lumpur, par exemple, si vous voyagez là-bas, il vous faut 8 jours pour s'adapter. Mais par exemple, le premier jour, vous avez encore le système du Maroc, qui est en fait à 8 heures de moins que là-bas. Donc en fait, c'est comme si là-bas, le rythme externe, il est avancé de 8 heures, et votre système interne, il est celui du Maroc, et ça sera donc un système opposé, et ça crée en fait des problèmes. Donc en fait, là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une bonne adaptation. Et là, vous voyez par exemple sur la photo en bas, la lumière et l'obscurité, ils conditionnent la production de mélatonine, qui est l'hormone clé pour le déclenchement du sommeil. D'ailleurs, il y a des neurones rétiniens entre la rétine et la glande pinéale, comme vous voyez sur l'image. Et en fait, le fait qu'il y ait de la lumière, c'est pas que le soleil, mais c'est aussi le portable, c'est le PC, c'est la télé. Donc les gens, par exemple, qui restent devant le portable, c'est normal que leur système de déclenchement du sommeil va être de plus en plus repoussé. Et là, ils vont vous dire, j'arrive pas à dormir. Mais quand vous faites un agenda de sommeil, vous trouvez qu'ils ont de mauvaises habitudes. Donc on va voir un petit peu tout à l'heure la mélatonine. Donc c'est vrai, il y a aussi ce qu'on appelle le modèle d'hyper-éveil. Et ça, c'est le problème, par exemple, des gens qui sont stressés. Le stress, c'est vraiment le grand problème de notre siècle. C'est le stress et c'est le portable. Et bien sûr, tout ça, ça dépend de l'être humain. Et parfois, en fait, vous êtes obligé, vous êtes dans un engrenage, vous n'arrivez pas à casser, mais il faut savoir faire des limites. Par exemple, moi, en fait, je ne peux pas travailler, faire 50 patients par jour. Il faut échelonner les rendez-vous. Je ne peux pas travailler toute la semaine. Par exemple, la dernière fois, j'avais à consulter un collègue généraliste, un ami à Marrakech. Et en fait, vous savez comment il travaille toute la semaine jusqu'au samedi. Et même un jour, il me disait que le dimanche, il était dans sa voiture avec sa famille, on l'a appelé de la clinique, il a rendu la famille à la maison pour aller à la clinique. Donc ce qui fait même, les gens parfois qui ne prennent même pas de temps de repos. En général, ce qu'il faut faire, c'est 1 heure par jour. C'est-à-dire ça, c'est pour vous. Je réponds au portable, je me relaxe, je me détends et j'évite même la télé, etc. Ou bien 1 jour par semaine ou 1 mois par an. Ben, si les gens ils font moins que ça, il faut savoir en fait qu'on est en train de virer dans le stress et c'est un grand problème et un grand cortisol, c'est utile. En fait, il y a le stress physiologique, mais quand on dépasse les limites, il y a le stress pathologique. C'est un et vous avez dit 1 heure par jour, 1 jour par semaine et 1 mois par an. Et Non, non. C'est traité 1 heure par an. C'est vraiment 1 heure par jour. 1 heure chaque jour, c'est 1 heure. C'est au moins une semaine. C'est 1 heure par jour et 1 jour par semaine. C'est ça. Et oui. Et là, il ne faut rien faire parce que moi-même, j'essaie d'appliquer ce système. Parfois, c'est difficile. Parfois, par exemple, on n'essaie pas de répondre, mais c'est vraiment comme c'est pour télémédecine. Parfois, les patients ils sont coincés à un effet secondaire ou il y a juste un examen. Parfois, il n'y a pas de mal à répondre, mais il faut en fait se distraire, aller dans la nature. Bon, d'abord, il y a la neige, il y a la pluie. Il y a... Donc là aussi, ça, c'est le système d'éveil. Vous voyez en fait qu'il y a beaucoup de neurotransmetteurs qui sont impliqués. D'accord? En fait, énormément de neurotransmetteurs. À part le GABA, donc en fait le GABA qui est un peu impliqué dans le sommeil, mais tous les autres sont dans l'éveil, la noradrénaline, l'épinéphrine, le 5-hydroxyquintamine, etc.
l'acétylcholine en fait impliquée dans les deux. Et voyez, en fait, tout ça, c'est la substance réticulée activatrice, en fait, qui est à la base du système d'éveil. Donc, le problème de tous ces produits-là, donc notamment l'orexine, l'histamine, etc., donc c'est des déclencheurs d'éveil, et les systèmes de sommeil, donc c'est surtout le GABA et la galanine, donc c'est des systèmes qui déclenchent le sommeil. Mais vous voyez ici à droite, il y a d'autres systèmes parfois impliqués, ça dépend de quel système, est-ce que c'est le non-REM sleep ou bien le REM sleep, etc. Et donc, en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est surtout de couper les simulateurs externes. Et vous voyez, en fait, il y a énormément de produits, mais malgré tout ça, le système d'éveil, avec tous ses composants neurobiologiques, il reste un système passif devant le système de sommeil. Donc, c'est-à-dire le conseil à vous donner et vous à donner à tout le monde, à vos enfants et à tout le monde, c'est une fois que vous avez la pression de sommeil, il faut arrêter ce que vous faites, parce que si vous êtes en train de travailler, vous allez être peu rentable. Vous allez passer peut-être 3 heures au lieu de faire une demi-heure le matin. Et si vous êtes en train de conduire, c'est hyper dangereux. D'accord? Parce que vous allez vous renverser et ça serait une catastrophe. Donc voilà la comparaison maintenant pharmacologique. On va voir ça tout à l'heure. Il y a beaucoup de produits. Bien sûr, on arrive aux produits médicamenteux. Qu'une fois on a épuisé les mesures traditionnelles, les solutions simples, un bon rythme de sommeil, d'éveil, etc. Supprimer tous les excitants, les repas pas très très tard. Parfois vous entendez Cocotte Minute qui est en train de siffler à 23h, 24h. Donc si quelqu'un va manger à minuit, il va digérer à 2h du matin, il ne va pas avoir que l'insomnie, il va avoir la guerre mondiale. Donc ça veut dire qu'il faut un petit peu écouter son corps, et surtout la balance en fait. Moi, ce que je dis à mes patients, c'est une misère. Donc en fait, si vous voyez toutes les maladies qu'on a, c'est un dysfonctionnement, une balance. Que ce soit l'obésité, que ce soit le diabète, l'hypothyroïdie, le cancer. Le cancer aussi, c'est une mesure de les cellules en fait qui se multiplient trop vite, etc. Et maintenant, il y a même les exposomes. La dernière fois, il y avait une réunion ici à Fès, à la fac de médecine à laquelle j'ai participé avec un expert marocain en France, ce qu'on appelle les exposomes. En fait, maintenant, toutes les maladies chroniques, neurologiques, par exemple l'Alzheimer, Parkinson, et même maintenant le Parkinson, on est en train de trouver qu'il y a des protéines du tube digestif comme l'alpha-synucléine et même du rein. Donc probablement, c'est le rein et le tube digestif qui sont à la base, et pas que ces organes-là, mais il y a beaucoup d'autres particules. Donc ça veut dire si on fait attention à notre nourriture, l'alimentation saine, équilibrée, pas d'excès de poids, pas de carence de poids, et le reste va être corrigé. Donc le système orexine, c'est notre nouveau système vraiment tout récent. Et par exemple, vous voyez que l'orexine, c'est ce qu'on appelle les neurones multitask. Donc vous savez, le cerveau humain, on ne peut pas faire plus d'une tâche à la fois, mais il a été découvert qu'il y a des neurones quand même qui arrivent à faire plusieurs tâches à la fois. Mais en général, ce qu'il faut faire, c'est faire une tâche et puis la suivante, afin de ne pas dépenser beaucoup d'énergie, ne pas fatiguer ce système de neurones. Et par exemple, ces neurones orexines, ils sont très impliqués dans ce système de l'hypothalamus latéral avec cette horloge biologique qui a été aussi découverte. Et il y a même des récepteurs génétiques et avec cette cible de DORA, donc de nouveaux médicaments actuellement, avec ces 4 types de récepteurs qu'on peut utiliser. Et vous voyez, par exemple, là, ça implique le sommeil et les états d'éveil, le comportement, l'énergie, l'homéostasie, etc., le système de récompense et tout ce qui est humeur et cognition. Donc la mélatonine, donc c'est vrai, c'est un produit quand même largement utilisé. Par exemple, les écoles anglophones utilisent beaucoup la mélatonine parce qu'il y a très peu d'effets secondaires et c'est vraiment l'hormone biologique pour dormir. Alors que par exemple en France, on utilise plus les benzodiazépines. Nos amis français, c'est les premiers consommateurs au monde de benzodiazépines. Et par exemple, le sujet âgé, c'est interdit parce qu'il y a beaucoup d'effets secondaires des benzodiazépines. Donc en fait, la mélatonine, c'est vrai, c'est un produit pas très fort. Par exemple, si vous avez une grande insomnie, parfois ça ne marche pas. Mais au Maroc, nous, on a les comprimés 1,9, 2, 3. Par exemple, aux États-Unis, ils ont les comprimés à 5 et même à 10 mg. Et même, ils ont des boîtes à 500 comprimés. Ça coûte déjà pas cher du tout. Donc, il a un effet chronobiotique et surtout à utiliser, c'est le sujet âgé et aussi quand on a des troubles circadiens. Par exemple, les gens qui se déplacent perpendiculairement par rapport au fuseau horaire. Par exemple, ils partent à l'est ou bien à l'ouest. En fait, 5-10 mg, on peut même donner 10 mg chez les patients, il n'y a aucun risque. Très peu d'effets secondaires pour la mélatonine.
Oui, même pour les bébés. On la donne chez les bébés pour les préparations à l'EEG. Avant l'EEG. C'est-à-dire parce que c'est une molécule qui ne touche pas le. Ça ne perturbe pas effectivement l'activité électrique. Ne perturbe pas l'activité électrique chez le bébé. Par exemple, le laroxyle, il y a beaucoup de gens effectivement qui utilisent le laroxyle pour préparer bien le chloral, parce que ça crée même des anomalies pseudo-épileptiques. Alors que la mélatonine, c'est vraiment bénéfique. Les effets cardiaques. Là, récemment, il y a des articles qui sont sortis en cardiologie qui disent que non, je suis moyen d'interférence cardiaque humaine et peut-être de passer avec toi. Non, en fait, pas assez, enfin, j'ai commencé à me songer. Non, mais en fait, c'est très très léger. Il y a parfois juste quelques patients, mais moi, ça fait plus de 30 ans maintenant. On n'a jamais, peut-être quelques cas de vertige, de somnolence. C'est vrai, quand ça donne de l'effet, parfois il y a des gens qui sont un peu assommés. Mais si vous utilisez les fortes doses, par exemple 3 mg d'anglais, et on a le 1,9, parfois il faut commencer par ça, et parfois on peut même doubler ou même tripler la dose. Il n'y a pas d'effet de dépendance. Non, il n'y a aucun effet de dépendance. Pour la mélatonine, l'effet secondaire que j'ai personnellement vu, observé, c'est les cauchemars. Les cauchemars. Les cauchemars pendant la nuit. C'est fréquent. C'est-à-dire, est-ce que la mélatonine dans les Oui, dans les cauchemars? cauchemars. Non. En fait, c'est vrai, par exemple, chez les sujets Alzheimer, les patients Alzheimer, les gens qui ont des démences, parfois vous avez, c'est là la démence elle-même, les hallucinations elles-mêmes dans le cadre de la démence, parfois des médicaments pendant la démence, qui donnent ces problèmes-là. Et en fait, c'est comme si la personne voit des lions, des tigres, des serpents. Il est complètement. La mélatonine est une substance naturelle. Elle est dans notre cerveau. Elle est physiologique. Donc, les gens qui vont avoir des effets secondaires d'abord sont rares. Franchement, moi, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais eu. Et on le prescrit, comme j'ai dit tout à l'heure, même pour les bébés. Donc, et il faut bien sûr, toujours dans tous les médicaments, commencer avec une petite dose. Parce qu'on ne sait pas comment la maladie va réagir. Je recommande des start low and go slow. Oui. Professeur, je me demande est-ce que la mélatonine elle a des effets sur la fertilité ou elle cause la féminisation chez les sujets masculins? Est-ce que c'est vrai? Non, il n'y a aucun problème. En fait, c'est une hormone spécialement faite pour donner un effet chronobiologique et en fait adapter les systèmes et les stades et les cycles du sommeil. D'accord. C'est presque en fait vraiment très très peu d'effets secondaires. D'accord. Parfois, en fait, on peut la faire en association avec des hôpitaux. Et en fait, pour éviter les benzodiazépines, les effets chez les sujets âgés, on a eu la dernière fois un patient en fait, qui a fait comme un coma. Et c'est même rentré en réanimation grâce à un demi-cocktail de benzodiazépines. Les éviter, surtout il y a la dépendance. Donc en fait, la prévalence elle est très très élevée. Les symptômes, c'est presque un tiers de la population générale. D'accord, 10 à 15% d'insomnie chronique, c'est-à-dire que ça dépasse 3 semaines et 3 jours par semaine, et jusqu'à 60% dans les consultations spécialisées. Donc ça veut dire vraiment c'est énorme. Le problème, pourquoi on ne la considère pas comme première maladie dans le burden of disorders, c'est parce qu'elle est partagée par différentes disciplines. Neuro, psychiatrie, cardio, etc. Donc voilà, par exemple, aux États-Unis, vous avez des chiffres vraiment énormes parce qu'ils ont beaucoup de statistiques. 50 à 70 millions d'Américains sont affectés par l'insomnie, donc c'est vraiment énorme. Et donc, dans le monde, c'est 10 à 30% de la population. Donc, ça veut dire vraiment c'est énorme. Et là, en fait, vous voyez en bas à droite, vous voyez, regardez par exemple, là, vous avez 13% des patients qui ont que l'insomnie. Vous avez parfois l'insomnie et la fatigue diurne, 18%, mais en fait, même ces patients à la longue, ils vont aussi développer de la fatigue journalière ou de l'hypersomnolence. En fait, vous faites les portes, le test des portes, facile à faire, et après vous allez trouver des chiffres vraiment très très élevés. Et le problème, c'est que parfois, vous avez des patients qui n'ont jamais consulté. Et là, dans ma consultation, je vois quelqu'un obèse, je dis très probablement il a un SAS, etc. Lui, il vient pour autre chose, il vient pour des céphalées. En fait, les céphalées, c'est lié au sommeil, lié à tout ça. Mais là, à la base, c'est le SAS qui est le problème. Donc, est-ce que vous ronflez? Et même, chez un cas, c'était même
Ils ont même failli divorcer alors qu'ils sont âgés, très âgés, le monsieur et sa femme. C'est juste parce que il veut pas que sa femme quitte le lit alors que vraiment il fait un ronflement très très gênant. Et donc finalement c'était un sas qui, et toutes les conséquences derrière, c'était des céphalées liées au manque de sommeil, liées à ce problème. Donc en fait il y a un fardeau énorme, des dépenses énormes de consultation, de médicaments, d'investigation, des coûts indirects et directs vraiment très très importants. Et là, vous avez par exemple aux États-Unis seuls 2 à 16 milliards de dollars par an de coûts. Les coûts directs, c'est-à-dire liés à la consultation, aux médicaments, à l'investigation, etc. Et les coûts indirects, c'est le manque à gagner, absentéisme et tout ça, c'est presque 180 milliards de dollars par an. Et ça, vous allez voir aussi des économies de santé comme ça, peut-être ça pourra aider tous les pays en développement, mais ce sont des guerres qui sont déclenchées malheureusement. Là, en fait, vous avez aussi beaucoup de facteurs de risque, par exemple les femmes plus que les hommes, pour des raisons hormonales, de maternité, etc. Les sujets âgés, plus de 50 ans, parce que c'est vrai, on gagne plus de poids avec l'âge, parfois ça expose. Le stress, le travail posté, parce que le travail posté, c'est les gens surtout qui travaillent la 3e tranche, par exemple de 20h à 8h du matin. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tous ces travaux-là, normalement dans la législation, ils ont des retraites plus précoces, par exemple les pilotes, les hôtesses de l'air, les policiers, tout ça, parce que là, leur santé se dégrade par rapport à quelqu'un qui travaille que le jour et qui va se reposer la nuit tranquillement. Le cépage tabagique également. En fait, le tabac, c'est le tabac en fait plus parce qu'il expose indirectement au diabète, etc. Donc il expose aussi à l'insomnie. Il y a aussi les pathologies ORL, les problèmes de mandibule, d'articulés temporomandibulaires, de macroglossie, l'obésité, et bien sûr via l'obésité, le SAS. En fait, les liens étroits avec différentes maladies, par exemple là vous voyez l'insomnie et la dépression, et vous voyez en fait les patients déprimés, plus de 75% ils ont des insomnies. Et par exemple là c'est une étude, une revue de la littérature vraiment très intéressante, dans la revue Psychiatry Research, et vous voyez en fait vraiment des chiffres très alarmants en fait, sur le niveau d'insomnie chez les patients dépressifs. Et les problèmes respiratoires, je pense là vous êtes quand même gâtés de sujets, de la pneumo et des SARS, etc. Donc avec l'obstruction nasale, la rhinite, mais parfois le problème c'est que vous avez beaucoup de facteurs intrigués et interconnectés les uns aux autres, et parfois l'un entraîne l'autre. Et le patient vient consulter pour des céphalées alors qu'il a un SAS, ou bien un manque de concentration, ou bien des troubles de mémoire, il croit qu'il a l'Alzheimer, alors que c'est juste des troubles de concentration liés au manque de sommeil, liés à ce qu'on a pas dit tout à l'heure. Donc bien sûr, comment faire maintenant? La première des choses, c'est d'éliminer les fausses insomnies. Et donc en fait, les fausses insomnies, là vous avez cette histoire-là, de personnes-là, en fait, comme vous savez, on n'est pas tous les mêmes, chacun avec son cerveau, avec ses neurotransmetteurs. Il y a des gens de nuit, des gens de jour. Donc déjà, la première étape, c'est que chacun, déjà nous, un médecin, avant qu'on commence à traiter les patients, il faut déjà qu'on sache comment on est, quel modèle, on est quel type. En fait, il y a les gens non dormeurs. Par exemple, un non dormeur, c'est quelqu'un qui a besoin de plus de 8 heures, plus de 10 heures par jour de sommeil. C'est vraiment une bonne qualité. Il y a les courts dormeurs ou les dormeurs moyens, c'est la majorité des gens. C'est de 7 heures, par exemple, les gens de 40 à 50 ans. En général, on a besoin de 7 à 8 heures. Et vous avez les courts dormeurs. Par exemple, une fois, j'ai vu un journaliste, c'était à Casa, quand j'étais à Casa, c'est à Marrakech, en fait, il dormait 3 heures par jour. Mais le problème aussi, c'est que parfois les gens ne se plaignent pas. Mais là, en fait, on ne peut pas juste faire confiance aux patients, il faut faire des échelles. L'échelle des portes. En fait, lui, il disait qu'il était bien, il a de bonnes performances, etc. Il a tout lui réussi, etc. Alors qu'il ne dort que 3 heures par jour. En fait, on a trouvé ça un peu impossible. Et quand on a fait l'échelle des portes, on a trouvé qu'il a une hypersomnolence. Donc, en fait, c'était juste quelqu'un qui a une forte personnalité, qui ne veut pas dire qu'il est faible, etc. Il est fort et tout. Mais en fait, il cache une faiblesse derrière. Donc, c'est pour ça en fait, qu'il faut s'écouter. Et là, si vous avez besoin de dormir, en fait, il ne faut pas que vous dormez 3 heures et après la journée, vous êtes en train de bailler, ou bien l'après-midi, vous faites une longue sieste, etc. Et donc, en fait, ça, c'est très important. Il y a aussi les gens du soir et les gens du matin. En fait, en général, parfois, ça dépend. Il y a des gens parfois qui sont très, très forts, avec de bonnes performances le soir, jusqu'à minuit, jusqu'à 1h, 2h du matin.
et il va réviser, travailler, etc. Aucune fatigue, il dort à 2 heures, il se réveille à 8 heures ou 8h30, il part au travail. Et il y a des gens, à partir de 8h, 9h, ils n'arrivent plus à rien faire. Et là, il est obligé de dormir, mais il se réveille à 5-6 heures, et là, il est très performant le matin. Donc, c'est ce qu'on appelle les gens du petit matin. Et tout ça, c'est dû au réglage de la mélatonine et de l'horloge biologique. En fait, on a des noyaux, à côté des noyaux suprachiasmatiques. D'ailleurs, ça a été prouvé. Et d'ailleurs, comment ça a été prouvé? C'était une patiente anglaise. Enfin, vous savez, les Anglais, parce que moi, j'ai fait mon premier stage en Angleterre en 98. Il n'y a pas plus méthodique que les Anglais. Même les Américains, c'est des Anglais à la base, mais c'est des gens hyper business. Donc, en fait, c'était une dame qui allait toujours à son travail à l'heure ponctuelle et tout. Et un jour, il commençait à venir une demi-heure avant, 3/4 d'heure avant. Donc, tous les gens ont trouvé ça bizarre. Et finalement, c'est une patiente qui a fait, c'était la première patiente grâce à laquelle on va savoir qu'il y a une horloge biologique dans le cerveau. On a fait une IRM et finalement, il a fait un petit AVC, une petite lacune dans un des noyaux suprachiasmatiques. Et donc, en fait, cette patiente-là, elle a déréglé son horloge biologique. Et vu qu'elle était toujours ponctuelle, pointue et tout, un jour au lendemain, il commençait à venir un peu en retard. Donc, en fait, c'est juste pour vous dire que cette horloge biologique, si on arrive à bien l'éduquer, à bien l'entraîner, en général, tous les systèmes, parfois même, on n'a même pas besoin de faire le réveil le matin. Parfois, vous réveillez 1-2 minutes avant. C'est-à-dire, vous n'avez même pas. Mais les gens, il faut quand même, dans, je dirais, 90% des cas, garder les mêmes horaires. Pas les garder à 100%, parce qu'on n'est pas des robots, mais au moins essayer d'adopter ces bonnes habitudes. Donc, la deuxième phase, c'est le problème d'inversion du cycle nicotérapie. Alors ça, on le voit beaucoup chez les malades qui ont des maladies neurologiques dégénératives, Alzheimer, Parkinson, etc. Par exemple, surtout l'Alzheimer, parfois les malades, ils se réveillent la nuit, toute la nuit, et là, ils dorment toute la journée. Et parfois, c'est difficile de remettre le système en place. Et là, il y a vraiment tout un dérèglement. Et parfois, imaginez quelqu'un Alzheimer déjà qui est déconnecté, il ne connaît même pas sa famille, la nuit, le jour, rien, même la télé, c'est dangereux. Même des patients qui cassent la télé parce qu'ils croient qu'il y a un lion dans la télé qui va sortir de la télé. Parce qu'il n'y a plus de déréalisation. C'est une déréalisation totale. Et donc, pour ces patients-là, parfois, c'est très, très difficile. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, on commence un peu à décaler le système petit à petit. C'est-à-dire à mettre de la mélatonine. Parfois, ça ne marche pas. On met des Zopidox, etc. Ou parfois même des neuroleptiques. Bien sûr, légers comme le Prisdal et les autres. Pas le Nosino, la régulétique, qui sont assez forts. Et parfois, en fait, on essaie un petit peu de décaler pour les remettre dans le bon système, parce que sinon, c'est un calvaire pour eux, et c'est plus pour leur famille. Ils se réveillent à 1h du matin, et là, ils veulent les dire, bien, on va sortir, on va aller prier Taraweh, on va à 4h du matin, ou à 1h du matin, ou bien on allume la musique, on sort, ou là, on voyage, etc. Normalement, avec l'âge, il y a une certaine inversion du rythme généralement. Non, pas l'inversion, il y a une réduction du besoin. C'est-à-dire, le bébé, en général, le bébé, il a besoin de 18 jusqu'à 19 heures par jour, le bébé. Enfin, c'est des signes pour la maturation du cerveau. Les sujets âgés, on peut aller jusqu'à 6h, 5h30. Donc, la journée, se réveille. C'est ça, les sujets plus de 80, 90 ans. Non, en général, le système de sommeil, ça dépend. Est-ce que c'est quelqu'un de nuit, de jour? C'est la maladie? C'est quand, en fait, il y a les maladies dégénératives. D'accord? Ou bien parfois, vous voyez, ça, c'est l'horloge biologique qui a été démontrée. Parfois, il y a des tumeurs à ce niveau-là ou des lacunes vasculaires. Et parfois, vous avez des patients qui perdent complètement le contrôle, la régulation de leur sommeil. Donc, en fait, là, vous avez les autres situations. Et ça, c'est ce qu'on appelle les problèmes en fait, d'insomnie psychophysiologique. En fait, c'est ce qu'on appelle aussi les insomnies épisodiques, mais qui peuvent arriver chez chacun parmi nous. Ça peut être juste un changement de climat, d'oreiller, changement de température. C'est pas vous changez de maison, vous changez de type de régime alimentaire, etc. Et il y a aussi parfois les gens hyperactifs. Donc, c'est des gens hyperactifs qui travaillent toute la journée. On a des gens aussi qui font le sport la nuit, l'alimentation tardive, etc. Ou bien les exercices physiques. Donc, en fait, tous ces facteurs-là. Ou bien parfois de mauvaises habitudes. Surtout, par exemple, le portable, la télé, etc. En général, ce qui est recommandé la nuit, surtout 2 heures avant de dormir, il ne faut plus utiliser les moyens avec la lumière, portable, télé, etc. Et surtout, il faut faire un peu de lecture, un peu de musique douce, un peu de marche. En fait, c'est ça ce qui est recommandé avant d'aller dormir. Donc, tout d'abord, un diagnostic différentiel. Bien sûr, il y a d'autres causes qu'il ne faut pas mélanger avec les insomnies.
Donc, en fait, exclure, il faut en fait tout un algorithme. Et là, comme vous voyez, il y a bien sûr les problèmes de dépression, le syndrome de jambes sans repos. En fait, c'est un syndrome en neurologie qui est en fait connu par des fourmillements, des démangeaisons, etc., des plaintes sensitives, dès que le patient se met et s'allonge dans son lit pour dormir. Donc, dès qu'il commence à marcher, ça disparaît. Et donc, bien sûr, le patient, il ne va pas rester en train de marcher toute la nuit, il faut qu'il dorme. Et parfois, donc, vous avez aussi ces diagnostics-là qui sont souvent mal diagnostiqués ou sous-diagnostiqués. La dernière fois, j'ai vu un patient de Timrel qui a fait le tour un peu et finalement, on l'a pris pour une neuropathie parce que le problème, il peut y avoir un petit peu de diabète, on trouve des baisses d'amplitude et on met ça sur le compte d'une neuropathie diabétique. Et une fois on les met sous cifrol, vraiment leur vie est transformée. Donc, ce qu'on appelle le syndrome des jambes sans repos. C'est ça, et donc ça aide vraiment beaucoup. D'accord, donc en fait là aussi il y a les autres problèmes, par exemple les hypersomnies, comme la narcolepsie, les autres hypersomnies. Et ça, c'est juste les problèmes de patients qui ont l'inverse de l'insomnie. Mais en fait, même chez ces patients-là, ils vont avoir aussi un sommeil de mauvaise qualité, un sommeil non réparateur. Ils dorment parfois 16-18 heures par jour, et en fait, toute la journée, ils sont en train de bailler. Comme la patiente dont je vous ai parlé, qui dormait jusqu'à 16 à 20 heures par jour. Et finalement, sous le médicament-là, donc vraiment, elle a été transformée, et la patiente maintenant, il ne dort plus. Le modafinil, le modiodal, le modafinil. Donc la patiente maintenant, il ne dort que 6 à 8 heures par jour. Vraiment, elle est complètement transformée. On a même fait la polysomnographie. Donc en fait, c'était une hypersomnie idiopathique. Donc en fait, il y a aussi d'autres troubles du sommeil qu'il ne faut pas mélanger avec. Donc en fait, le diagnostic, il faut un abord du patient. L'abord du patient, il faut commencer bien sûr par les insomnies sont toutes classées dans le manuel de psychiatrie DSM-5, où il y a en fait tous les critères diagnostiques pour l'insomnie. Et donc, comme on a vu tout à l'heure, donc il faut que ça dépasse 3 nuits par semaine et au moins durant 3 mois. Pour parler un petit peu de cette insomnie diagnostic de maladie, c'est-à-dire qu'il faut traiter. Et là, il ne faut pas qu'il y ait d'autres facteurs causaux, etc. Et donc, des difficultés à s'endormir, des difficultés à rester endormi. Parfois, vous avez des patients qui ont un sommeil fragmenté. Ils dorment 1 heure, 2 heures, après ils se réveillent. Donc, en fait, vous avez des insomnies du début de la nuit, du milieu de la nuit, ou parfois de maintenir son sommeil. Par exemple, il se réveille à 4 heures du matin, 5 heures, et là, il va rester éveillé. Et il y a aussi le problème, comme on a vu tout à l'heure, parfois les gens sont hyper anxieux parce qu'il n'a pas dormi, il se dit, voilà, demain, je ne vais pas pouvoir travailler, je vais être fatigué. Ben, juste ça, ça fait augmenter le cortisol, augmenter la température, parce que la température doit baisser. Et tout ceci, c'est antiproductif. Donc, en fait, ce qu'il faut faire normalement, c'est se relaxer, se dire, et après, si je ne dors pas une journée, ce n'est pas la fin du monde. À la limite, je peux appeler ma secrétaire, peut-être reporter le rendez-vous le matin, peut-être faire une petite sieste dans mon cabinet, c'est pas je vois 3-4 patients, aller dans ma salle de repos et faire mes lunettes de relaxation et dormir peut-être une petite sieste. Et en général, grâce aux petites siestes de 5-10 minutes, on peut masquer chaque 10 minutes. Ça me couvre un cycle de 90 minutes. Et après, je peux voir mes 20 malades ou les 15 patients. Et après, je rentre tranquille. Et la nuit suivante, je dors bien dans ma chambre. Donc, en fait, parce qu'il y a beaucoup de patients, parfois, juste, ils sont hyper stressés. Et ça leur crée la chronicisation de l'insomnie. Donc, en fait, comment on fait le diagnostic d'une insomnie? Tout d'abord, il y a l'agenda de sommeil. Donc, ça aussi, si on s'intéresse aux troubles de sommeil, qu'on soit pneumologue, neurologue, psychiatre ou autre, ou généraliste, il faut toujours avoir un agenda. Bien sûr, il y a plein d'agendas sur Internet, mais vous pouvez faire votre propre agenda avec votre logo, etc. Ben, ce qui compte, c'est éduquer le patient à le remplir, comme vous le voyez ici. En fait, mettez les jours, mettez les horaires, mettez à quelle heure il s'endort, c'est quoi comme habitude qu'il fait avant de dormir, est-ce qu'il fait des siestes ou pas, à quelle heure, et des petites remarques à côté. Et en fait, il vous ramène ça après 1 semaine, 10 jours, et là, vous allez avoir une bonne idée sur le problème. Est-ce que déjà il y a un problème ou il n'y a pas de problème? Souvent, il n'y a pas de problème parce que le patient, comme j'ai dit tout à l'heure, parfois, il dort beaucoup le jour. Ben, il y a des patients où vous leur demandez, il faut une sieste de 2 heures. Et après, il dort 5 heures la nuit, il vous dit j'ai une insomnie. 5 plus 2, ça fait 7 heures, c'est bon. Qu'est-ce qu'il faut faire chez ces gens-là? Il faut réduire le sommeil de jour. Par exemple, au lieu de 2 heures, on peut là aussi, si on est habitué, il faut aller doucement, par exemple 2 heures, 1h30, 1h30 minutes.
après 20 minutes, comme ça part pas dans le sommeil profond et ça gâche pas le sommeil de nuit. Et tout le reste va être transféré vers la nuit. Et après, ils vont se retrouver avec un rythme de sommeil qui est normalisé. Donc après, bien sûr, il faut faire un bon examen neurologique, examen pneumologique, l'index de masse corporelle, voir l'état de la langue, l'articuler pour les collègues ORL. Et en général, c'est une maladie qu'on ne peut pas traiter seul, neurologue ou pneumologue seul, ou le cardio, ou l'ORL, ou l'endocrino. Il faut en fait un avis multidisciplinaire. Il n'y a pas de mal à faire un staff, même entre collègues privés. Par exemple, un jour par semaine, maintenant qu'il y a la télémédecine, téléconférence, on peut par exemple mettre le résumé d'un patient sur PowerPoint et se réunir chacun de son cabinet. Si on est à côté, on peut se voir dans le cabinet de quelqu'un. Et les autres sont connectés par Zoom. Et après, on discute les cas. Et après, on peut même faire un centre dans une clinique. Ça, c'est ce que j'avais démarré à la clinique internationale à Marrakech. Après, c'est vrai, il y avait des petits problèmes. Parfois, en fait, il y a des choses qui ne marchent pas. Maintenant, on est en fait en train de monter un centre à Bengale, l'université de Bengale, un grand centre de sommeil entre neurologues, pneumologues, cardiologues, et surtout, en fait, pour faire des enregistrements de toute la nuit. Parce que là aussi, le problème, si vous voulez faire de la polysomnographie, si vous la faites à l'hôpital, parfois, ce n'est pas pratique. La personne qui change de site, parfois juste le fait avec les bips, avec les infirmiers, et parfois même le personnel n'est pas bien formé, c'est-à-dire juste rentrer, allumer la lumière, ben là, ça va tout gâcher, et vous allez avoir un système artificiel. Donc en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on l'a fait à domicile. Il y a maintenant des sociétés, ils peuvent aller brancher le patient chez lui, et comme ça, c'est mieux, il est dans son cadre, sauf le problème qu'on ne peut pas faire de caméra, mais même la caméra, on peut enlever des caméras sur trépied et enregistrer parce qu'il y a beaucoup de phénomènes qu'on doit voir, le mouvement périodique des jambes, etc., afin de faire le bon diagnostic. Donc après, il y a des échelles pratiques à faire. Donc en fait là, vous avez, je vous parlerai juste de ces deux échelles. Là, par exemple, vous avez cette échelle vraiment qui est très très pratique, c'est la sévérité de l'insomnie. Donc en fait, très facile à remplir. Ben, est-ce qu'il y a aucun ou léger, moyen? Et après, vous voyez les différentes attitudes, etc. Et vous remplissez par des points. Et en général, ça vous donne une idée sur la sévérité de l'insomnie. Mais en fait, là, il y a plein d'autres échelles. Il y a 5 ou 6 échelles. Mais en fait, si vous voulez faire des études scientifiques, normalement, il faut faire par des échelles comme ça, c'est validé. Voilà aussi, après, vous avez les types d'insomnie. Donc, en fait, c'est vrai, les insomnies primaires, les insomnies secondaires. Les insomnies primaires, ben là, il y a des problèmes d'ajustement, des insomnies idiopathiques. Il y a même des insomnies congénitales, parfois héréditaires, chez certaines familles. Et là, souvent, c'est des problèmes, parfois même, de neurotransmetteurs et surtout de mélatonine. Mais le problème qu'il faut éliminer en premier, c'est surtout les insomnies secondaires. Et là, c'est toutes les maladies. En pneumologie, vous avez le syndrome d'apnée de sommeil. En neurologie, on a les maladies dégénératives, Alzheimer, Parkinson. Il y a des problèmes de paludisme, d'autres maladies, les tumeurs cérébrales, la sarcoïdose et beaucoup de problèmes. Donc, qui donnent des insomnies, parfois même des hypersomnies, même des NMO, etc. Donc, ce qui fait qu'il faut faire tout un examen et même une IRM. Alors, la dernière fois, en fait, on avait trouvé une tumeur au niveau de la région pinéale chez une patiente qui venait pour une insomnie, un trouble de sommeil, et on a fait tout le bilan et ça n'améliorait pas ce traitement. Donc, en fait, finalement, c'était une tumeur au niveau de sa glande pinéale. C'est comme si elle ne produisait pas de mélatonine. Donc après, en fait, vous faites un bilan et vous passez par les maladies respiratoires, ORL, endocrinologiques, neurologiques, systémiques. Il y a beaucoup de maladies systémiques. Il y a aussi les maladies cancéreuses. Parfois, vous avez des plaintes, les douleurs neuropathiques, les lombocytalgies, les douleurs cancéreuses. C'est normal qu'on ne va pas dormir si on a une douleur liée à la goutte pour les endocrinos, liée à la neuropathie diabétique chez les neuros, une douleur cancéreuse ou un problème neurochirurgien, etc. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut faire vraiment une enquête policière afin de ne passer à côté d'aucune de ces étiologies. Donc en fait, ça c'était juste un enregistrement qu'on fait chez nos patients pour la polysomnographie. Ça s'était fait à l'hôpital, j'étais à CHU de Marrakech. Et vraiment, je me rappelais d'une patiente qui venait pour un syndrome d'apnée de sommeil, on a trouvé 700 apnées la nuit. Une patiente vraiment qui avait une hypersomnolence avec une qualité de sommeil vraiment catastrophique. Et quand on avait fait l'évaluation de son ça, c'était 700 apnées la nuit. Il faut savoir que même les apnées la nuit, ça expose à beaucoup de problèmes, l'hypertension, même la mort subite. Il
Il y a même des gens qui peuvent décéder, les AVC, les infarctus, tout ça, donc vraiment c'est dangereux. Donc les maladies neurologiques, il y a les maladies neurodégénératives, cancer, Parkinson, Alzheimer, tout ce qui est douleur, qu'elle soit neuropathique, qu'elle soit liée au diabète, à l'insuffisance rénale, à problème de l'ombocyatalgie, problème de la goutte, etc. Là, vous avez des tumeurs, je vous ai parlé tout à l'heure d'un cas de tumeur. Donc en fait, dernièrement, il y a eu même des études qui ont montré que même des problèmes d'insomnie, on a trouvé des substratants grâce à l'imagerie fonctionnelle. Vous voyez ici en bas à droite, dans certaines parties, même au niveau du corps calleux, du mésencéphale, de la protuberance, et même au niveau des noyaux des chantres. Donc en fait, ça veut dire que c'est un domaine vraiment très très complexe. En Afrique, il y a beaucoup de problèmes de maladies infectieuses. Par exemple, il y a le paludisme, il y a la trypanosomie, la maladie du sommeil. C'est vrai, ça donne des hypersomnies, mais il y a des cas où parfois vous avez des problèmes vraiment de... Donc en fait là, on passe à notre prise en charge. Bien sûr, la prise en charge, il faut commencer tout d'abord par les mesures simples, les thérapies cognitives ou comportementales. Donc ça, avant de prescrire aucun traitement, bien sûr, il faut éliminer les fausses insomnies, il faut faire un agenda de sommeil, un bon examen neurologique, se dire est-ce que c'est une insomnie ou bien c'est juste un problème de dérèglement du système, qu'il faut juste éduquer le patient, faire un peu de sport. Vous avez aussi beaucoup de gens qui font ni sport ni rien. Dans sa voiture, l'ascenseur, bureau, ascenseur, voiture, maison, etc. Alors que normalement, comme on a dit tout à l'heure, 1 heure par jour, c'est 1 heure par jour. Au moins, je peux faire un peu de bicyclette et au moins un index de masse corporelle correct, faire du sport, baisser un peu le poids, etc. Ça donne aussi des idées, ça augmente la sérotonine, la dopamine, l'hormone de la motivation, l'endorphine, l'hormone du plaisir. Tout ça, ça se charge avec du sport. Donc, en fait, les thérapies cognitives ou comportementales, on va les voir tout à l'heure, c'est pas difficile. Changement du mode de vie, maintenir un bon système de sommeil, donc de préférence garder les mêmes horaires d'aller se coucher, etc. C'est vrai, il y a parfois des changements comme le ramadan et tout, mais il n'y a pas de mal. Parfois, en fait, on peut ajuster. Et surtout, il ne faut jamais se disputer avec son système, parfois s'angoisser pour rien. Même nous, parfois, ça nous arrive parfois, c'est pas de dormir ou d'avoir une urgence ou vous avez oublié de mettre le portable silencieux. Après ça, quelqu'un vous appelle à 4 h du matin. Parfois les patients, parfois ils vous appellent à minuit pour vous dire dans 2 semaines est-ce que je vais jeûner ou pas. Alors qu'il a attendu 1 mois. Il reste à minuit 1 heure, il vous appelle les 14 heures ensemble pour 2 semaines. Et parfois ça vous gâche le sommeil. Donc en fait il ne faut pas s'énerver, il n'y a pas de problème. Vous allez dire juste à la gym et revenez dormir, prenez un verre de lait, évitez la caféine. Donc vraiment le café c'est dangereux. Bon, je ne le bois jamais. Le café d'ailleurs c'est très mauvais pour le cœur. Il faut prendre un peu du thé. Et thé avec les choux, c'est pas fait. Je sais que vous avez les choux par exemple Zatar, il y a la verveine, et sauf en fait Selmiel qui est un peu anticoagulant. Et il y a Shiba aussi l'absinthe qui est épileptogène. Donc en fait, moi je demande à mes patients de boire n'importe quel thé, excepté l'absinthe s'ils sont épileptiques, ou bien Selmiel s'ils ont des problèmes de saignement. Parce qu'il est anticoagulant. D'accord, donc après en fait changement du mode de vie, il faut respecter bien sûr toutes ces règles-là. La caféine, les excitants, même la vitamine C, un jus d'orange. Par exemple, on voit chez les épileptiques, ils prennent un jus d'orange, parfois ça peut même déclencher une crise d'épilepsie parce que c'est des excitants. Le jus d'orange, c'est mieux la matinée, mais pas l'après-midi ou le soir. Les techniques cognitives ou comportementales, donc en fait, il faut les administrer par un médecin, bien sûr. Il faut une petite formation, mais ce n'est pas difficile. En général, c'est des séances qui durent 30 à 60 minutes pendant 6 à 8 semaines. Donc en fait, le traitement comprend des restructurations cognitives. Il faut en fait éliminer les pensées négatives. Alors, vous avez juste les gens qui s'énervent, qui s'excitent, juste parce qu'ils n'ont pas dormi. Alors que je vous dis où est le problème. Donc imagine, on a eu le tremblement de terre, on a eu il y a la guerre entre l'Iran, etc. Il y a plein de malheurs qui arrivent. Là, c'est des rêves. Voilà, si on est bien, je dis ça, mais mal pour rigoler un petit peu, quand le gars, si on meurt d'abord, qu'est-ce qui va arriver? Il a coûté que tu as une misère, là, puis je n'ai pas tu vas de jus plein d'avocats. Donc même si on meurt, il ne faut pas un météorite qui peut arriver à l'instant.
période de catastrophe, on n'arrête pas de créer des blagues. C'est ça, donc on est des gens positifs. Il y a la religion, il y a le côté religieux. Et surtout, il y a, comme on dit, la roue de la vie. La roue de la vie, elle a 8 parties. Il y a le côté physique, il y a le côté mental, il y a le côté familial, il y a le côté spirituel, il y a le côté finance, il y a le côté sport, il y a le côté loisir et il y a le côté amour. Quand ça les 8 pièces de la roue, il faut qu'il... C'est-à-dire une roue ne peut pas marcher s'il y a un bout de la roue qui ne fonctionne pas. D'accord? Donc, il y a même des techniques cognitives ou comportementales numériques. Il faut juste les télécharger et respecter. Et je pense là maintenant avec les technologies, on peut éduquer nos patients à prendre tous les... Par exemple, moi je fais même le quotient intellectuel grâce à un système, un site web russe. Pas qu'on dise mal des Russes ou des Iraniens, je pense qu'ils ne sont pas aussi mal. Moi, j'étais en Iran il y a 2 ans, je n'ai pas trouvé mieux que les Iraniens dans l'organisation, dans la discipline, la propreté, des fleurs partout. C'est le premier pays en ingénieurs dans le monde. Et malheureusement, ils sont en train d'être exterminés par les Américains et les Israéliens. La première médaille fixe en mathématiques, c'est une. Oui, ils sont une ancienne civilisation, les Perses, ils n'ont jamais d'ailleurs perdu de guerre, au moins les Russes. D'ailleurs, même les Russes ont un site web vraiment très très bien fait. C'est un système, il y a l'EDSS, c'est-à-dire le quotient intellectuel. Juste mettez par exemple l'EDSS en ligne et ça vous donne le site. Donc, on peut même le faire tout à l'heure. Il y a fait même le quotient intellectuel en ligne, gratuit, et même le DSS gratuit et d'autres tests qu'on peut faire. Très très pratique. Donc après, en fait, on passe à la prise en charge médicamenteuse. Donc c'est vrai, il y a les benzodiazépines, il y a les Z-drugs comme on dit, par exemple Zolpidox, Zolpidem, etc. Et donc en fait, c'est des imidipyrazolés. Et donc en fait, c'est des produits différents des benzodiazépines et il y a moins de risque de dépendance que par rapport aux benzodiazépines. Il y a la mélatonine, c'est vrai, mais qui est quand même légère. Il y a des patients parfois, moi je donne toujours une ordonnance où je mets les deux. Si ça ne marche pas sous mélatonine, passez à la moitié d'un Zolpitox ou Somnizène. Et si ça ne marche pas, en fait, on peut parfois ajouter, ça dépend de la comorbidité, antidépresseurs ou bien des neuroleptiques légers. C'est des molécules à ne pas. Les Z-drugs, c'est des molécules à ne pas dépasser un mois. C'est ça, il y a 4 semaines. Mais moi, semaines. mais parfois il y a des patients qui les prennent pendant 4-6 ans. Magnésium. Imipyrazolé. Non, c'est des imipyrazolés. En fait, c'est des nouveaux produits. On va aller voir tout à l'heure. Vous voyez, en fait, là, après, une maîtresse sévère, c'est vrai, ou aussi l'échec des techniques cognitives comportementales, c'est là où on passe à ces produits-là. Donc, c'est vrai, on commence par la mélatonine. Mélatonine, au Maroc, on a le 1.9, le 2, le 3. Et parfois, c'est des ruptures, mais souvent, c'est des produits OTC. Donc, sans ordonnance, on peut les avoir. Et ça ne coûte pas cher. Par exemple, en Europe, aux États-Unis, parfois, vous avez des flacons de 500 comprimés qui coûtent 3 fois rien. Et vous voyez, en fait, vraiment, ils sont efficaces. Et le sujet âgé, surtout quand les insomnies sont modérées. Et vous voyez, donc, ça permet de refresh, donc de rafraîchir le système de sommeil si vous avez une forte pression dans un grand pourcentage de patients. Et donc, ça vous permet de rester éveillé, conscient, etc. Donc, vraiment, c'est un produit très, très efficace. Enfin, vous pouvez le combiner. Donc, les posologies, en fait, on peut commencer par toucher les enfants, même à partir de 6 mois, des nourrissons de 6 mois, même de 4 mois, aucun risque. Vous leur donnez un petit comprimé de 1.9 et parfois, ils dorment et vous passez un bon leger sans risque. Donc, chez les jeunes, 3 mg jusqu'à 12 parfois, par jour. On peut même aller à 25 mg chez l'adulte, c'est-à-dire 5 comprimés de 5 mg. Sujet âgé, pas dépasser 6 mg. Et là, c'est vrai, très très peu d'effets secondaires. Vous avez parfois des petits changements d'humeur, quelques petites nausées, etc. Mais vraiment, en termes statistiques, je pourrais vous dire que même pas 1% ou 2% des patients sous mélatonine présentent ces effets secondaires-là. Quelques petits effets hormonaux. Et vraiment, voilà, les benzodiazépines, c'est des médicaments assez forts. Parfois, vous avez des patients qui vous disent c'est tel produit. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus dépendants. La dernière fois, j'ai vu un patient de sa fille qui est sous Xanax. En fait, Xanax, il me dit si je ne prends pas un demi ou un de Xanax, je ne dors pas. On a même essayé de supplémenter, de remplacer. Ça ne marche pas, donc on était obligé
Parce que sinon, ça serait même un risque vital. Quelqu'un qui ne dort pas peut avoir des problèmes cardiaques, etc. Il y a même un risque de mort. Donc, ce qui fait, on était obligé de garder. Mais à chaque fois, on lui dit à chaque fois d'essayer de supplémenter, de remplacer ou de substituer. Petit à petit, de faire du sport, les techniques cognitivo-comportementales, etc. Et le grand problème, c'est la dépendance, les chutes, sujets âgés. Donc, c'est pour ça qu'il faut les éviter chez les sujets âgés. Les doses, donc là, en fait, vous avez les stazolam, etc. Donc, vous avez différents produits. Au Maroc, on a beaucoup qui ne sont pas présents. Et pour la dépression, c'est pas un problème, mais c'est respiratoire. Si, au contraire. Les centres respiratoires, donc c'est même dangereux. Donc les effets secondaires, c'est vrai, les patients parfois développent des vertiges, la dépression, des problèmes de vision. La dernière fois, j'ai vu un sujet âgé qui a perdu l'équilibre, qui s'est fracturé la hanche, tombé, fracturé sa hanche, juste du fait des benzodiazépines grâce au trouble visuel. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment les éviter au maximum. On peut avoir des problèmes de tremblement, des problèmes de manque d'appétit, de confusion, de changement d'humeur, etc. Donc les effets, bien sûr, ils peuvent être à court terme ou à long terme. Et vous voyez, par exemple, même à long terme, on a même des déclins cognitifs. On a eu parfois nous, des patients qui font comme des états pseudo-Alzheimer, alors qu'en fait, quand on arrête le produit, les gens commencent à retrouver un état cognitif normal. C'est connu maintenant, la dépendance à ces benzodiazépines, c'est un facteur de risque et qui expose le patient à des maladies neurodégénératives. C'est ça. Et même actuellement, c'est démontré aussi, l'Alzheimer, il y a même chez les patients insomniaques, même la protéine bêta-42 et les protéines tau et phospho-tau, on a trouvé qu'il y a un cumul plus important chez les gens insomniaques. C'est-à-dire les gens insomniaques, ils surchargent leur cerveau plus en protéines qui prédisposent à l'Alzheimer. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter d'avoir ça, surtout que les gens en fait, qui peuvent un peu surmonter leur insomnie ou bien qui ont de mauvaises habitudes. Ils ont aussi des problèmes de dépression, d'isolation sociale, de problèmes de troubles même d'endormissement, etc. Et surtout l'addiction, c'est un grand problème. Et donc, pourquoi en fait s'il y a cette dépendance? Parce qu'il y a l'adaptation des récepteurs. En fait, c'est pour ça que moi, je dis à mes malades, c'est en fait, on a tout dans notre cerveau. On a par exemple la sérotonine, c'est pour le bonheur, mais il faut la développer avec du sport, l'alimentation, etc. Il faut être sociable et tout, éviter les faux problèmes. On a même les cannabinoïdes. Le cannabis, par exemple, c'est l'hormone de la relaxation. C'est pour ça d'ailleurs les gens qui consomment du cannabis, bon, en fait, à chaque fois qu'on parle des patients de CBD, un jour il y a un parkinsonien qui a pris pas le CBD, il a pris le cannabis. Il a pris toute la plante, alors que le CBD, c'est 1 parmi 186 constituants dans la plante. Et donc, quand il est venu la dernière fois, je lui ai dit, comment ça va, monsieur? Donc, c'était un patient, en fait, instruit et tout. Donc, il me dit, en fait, dès que je prends mon cannabis, il fait comme une verveine. Hey, Louisa, je casse, allez, je dis le cannabis, et après, il est relaxé, il est tendu. Mais en fait, ça, c'est très relaxant. Mais c'est vrai, il y a beaucoup d'autres problèmes si on prend le cannabis entièrement. Donc, les Z-Drugs, donc c'est le produit émis. Donc, en fait, les Z-Drugs, en fait, c'est des imipyrazolés. C'est des produits vraiment avec très peu d'effets secondaires, comme vous voyez. Le problème de dépendance des benzodiazépines, vous ne l'avez pas avec ces produits-là. Les Z-Drugs, c'est vrai, le zolpidem, le zolpiclone, etc. Donc, on commence en général par des petites doses, toujours en médecine, commencer petit, cyclone, goslo. Et l'avantage, c'est qu'ils ont une petite demi-vie. Par exemple, le zolpiclone, 5 à 6 heures. Sinon, les benzodiazépines, parfois, une longue demi-vie. Et les patients, même le matin, ils restent un peu dans les vapes, etc. Les agonistes des récepteurs d'orexine, en fait, ça, c'est le nouveau produit. C'est de l'hypocritine. Donc, en fait, c'est des produits récents et qui sont en train de favoriser le sommeil, utilisés pour traiter l'insomnie. Nouvelles molécules. Médicaments efficaces, mais malheureusement non disponibles au Maroc. Donc, démarrer par 10 mg, 30 minutes avant le coucher, une prise par nuit. Vous pouvez les ramener de l'étranger. Quelques effets secondaires, somnolence, mal de tête, fatigue, etc. La durée du traitement. Alors donc, c'est, je pense, de dire pour terminer, les sédatifs antidépresseurs, si vous avez une comorbidité, par exemple, avec la dépression, choisir par exemple le Remeron qui existe au Maroc, il est efficace. Antidépresseur sédatif avec l'antagoniste alorexine,
Les neuroleptiques, bien sûr, il faut les utiliser en dernier recours si ça ne marche pas. Parfois, vous avez le Prisdal, le Risperdal, etc. Même le Nosinolgul ou même le leptine. Stratégie de prescription, réduire les doses petit à petit. Les interactions, vraiment, ils sont là. Des approches non pharmacologiques, la relaxation, le yoga, la massageothérapie, le sport et tout. L'hygiène sommeil, bien sûr, est capitale. Les approches complémentaires, n'oubliez pas la luminothérapie, l'activité physique. Quelques situations particulières, sujet âgé, préférer la mélatonine. Les patients âgés insomniaques, mélatonine, rarement benzodiazépine. La dépression, comorbidité. Voilà l'exercice physique vraiment très très efficace. Par exemple, chez les patients insomniaques, les problèmes respiratoires, ouais, je pense que vous avez déjà parlé, le SAS, la grossesse, éviter le benzodiazépine si possible. La mélatonine aussi marche très très bien chez la femme enceinte. Les risques cardiovasculaires, les problèmes d'entrave à la prise en charge, il y a beaucoup de problèmes, je pense. Le manque de neurologues, ça c'est un article qu'on avait publié sur le manque de neurologues en Afrique. La télémédecine, c'est un point vraiment très, très important. On a vu l'enclavement des régions, surtout dans le monde rural. Là, c'est des choses en fait qu'on avait développées à Marrakech, vraiment qui marchent très très bien. Surtout des patients qui habitent loin, vous avez déjà vu. C'est pas la peine de le faire revenir. Et là, en fait, c'est beaucoup de programmes. Ça, c'est les avantages de la télémédecine. Et finalement, donc, résumé des bonnes pratiques. Je pense, en fait, pour conclure, il y a cet algorithme pour terminer. Première des choses, éliminer les insomnies. Les insomnies épisodiques sont faciles à régler. Confirmer le diagnostic avec des échelles. Une bonne hygiène de vie. Exclure les causes secondaires. Après, faire un bilan de discussion multidisciplinaire. Initier la TCC, donc les techniques comportementales et cognitives. Si détresse, là, vous passez aux médicaments, les Edorax et les benzodiazépines. Après, réévaluer et surtout, j'insiste sur la multidisciplinarité et je vous remercie de votre attention. On va être pressé pour, je pense, avoir. Vous avez un symposium. Et je voulais juste avoir, c'est pour le café, c'est pas mauvais pour la santé le café. Le café est un très bon antioxydant. Et il est mauvais peut-être pour le cœur, mais pas pour le reste. Voilà.